Sur mon environnement familial, je ne dirais pas grand-chose. Je suis né du côté de ma mère dans une famille universitaire depuis très longtemps. Et du côté de mon père, non, c'était un milieu beaucoup plus modeste. Et mon père a réussi à en sortir et à faire une belle carrière de professeur de droit commercial. Voilà, pour le milieu familial. Le reste, je n'ai rien de plus à dire. Ma vie privée, tout ça, après, ça reste dans le domaine du privé. Les études de droit, par exemple, c'était une évidence ou... Alors peut-être si je peux dire une chose qui m'a évidemment beaucoup marqué pendant mon enfance, c'est que j'ai passé la période du débarquement à Caen, j'étais aux premières loges, et la plupart de ces 2 mois qui ont été nécessaires pour aboutir à la pleine libération de la ville, j'étais dans un abri, voilà. J'étais pas bien grand à ce moment-là, mais quand même j'ai des souvenirs extrêmement précis qui sont restés, parce que c'était quand même très fort. J'imagine maintenant que tout ce qui se passe et tout récemment, ça doit laisser aux enfants de ce pays des souvenirs très très pénibles, beaucoup plus même que ceux que j'ai pu avoir. Bien. Alors j'ai été quand même, mes études secondaires, il y en a eu une partie qui s'est faite à Caen, mais c'est surtout à Paris à partir de la classe de seconde, et après toutes les études se sont déroulées, et puis ma vie à Paris, sauf pendant les périodes d'exil, comme je dis, d'exil universitaire. Et les études de droit, pour vous, c'était une évidence? Alors là, c'est une bonne question, parce que j'hésitais un petit peu, parce que le droit, je voyais qu'il y avait beaucoup de livres de droit chez moi. Bon, j'entendais un petit peu parler aussi. Ça ne me déplaisait pas, a priori, mais j'étais un peu tenté aussi par Sciences Po. Et j'ai pu m'inscrire dans les 2 établissements, à la faculté de droit de Paris et à Sciences Po. Et le droit m'a tout de suite séduit. Je vous dirai après pourquoi, les professeurs que j'ai eus. Sciences Po, ça m'a beaucoup moins plu. Et au final, j'ai été reçu, comme vous pouvez vous en douter, en droit, à la faculté, et à Sciences Po, non. Et je me souviens d'un petit souvenir cuisant. J'étais pas brillant, parce que je travaillais pas beaucoup là, pour Sciences Po, mais j'étais autour de la moyenne. Mais on m'avait dit, vous n'avez pas un bon esprit Sciences Po. Et alors là, il y avait une note très importante, une note de gueule, comme on disait, et là j'avais 5 ou 6. Je ne jetais pas de boulettes dans les amphithéâtres, ça ne m'amuse pas beaucoup, à l'époque non plus. Mais voilà, alors j'ai continué le droit avec vraiment un très grand plaisir. Et si je continue sur cet aspect de mes études, j'ai été séduit dans les 3 premières années par l'enseignement de Henri Mazeaud. Alors, Henri Mazeaud, on connaît encore, je pense, les idées qu'il avait, qui ne correspondent plus du tout aux idées d'aujourd'hui, mais c'était un professeur absolument extraordinaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir à la fois cette autorité et cette aisance et cette capacité de transmettre les structures. Avec ça, c'était un orateur, mais un orateur qui n'exagérait pas du tout dans les facilités qu'il pouvait avoir. Non, vraiment, il m'a appris mon métier, d'autant plus qu'à l'époque, qui est lointaine, les travaux dirigés étaient faits par les plus grands professeurs. Et j'ai eu Henri Mazeaud en plus, parce que je n'ai eu comme enseignant, proprement dit, de cours qu'en première année. Mais c'était la plus importante, parce que c'est ça qui m'a ouvert. Et après, je l'avais en TD pour les 2 autres années, et là j'apprenais beaucoup le métier.
savez, il avait écrit un petit livre qui s'appelait Méthode générale de droit. Je ne sais pas si c'est encore diffusé, ou ça a été peut-être fait par d'autres, mais moi j'ai appris l'agrégation, j'ai passé l'agrégation avec ce petit livre, je peux dire. Prenez comment faire un exposé, comment faire une note d'arrêt, comment... Et tout ça pour les premières, deuxième années, c'était un petit chef-d'œuvre, alors qu'en général, ce genre de bouquin pédagogique, on dirait pour d'autres, hein. Mais non, voilà, c'était... Je sais encore des méthodes, et au fond, j'ai toujours suivi ça, et quand j'ai passé l'agrégation, enfin le bon concours, c'était un hasard, mais pour moi un hasard un peu miraculeux, c'était Henri Mazot, le président du jury. Alors voilà, je savais travailler comme il m'avait enseigné de travailler. Voilà, alors j'ai eu Henri Mazot, donc, et j'étais à peu près persuadé, pendant au moins les 2 premières années, de lui demander un sujet de thèse le moment venu. Bon, il aurait été tout à fait content de m'avoir comme étudiant de thèse. Mais alors, en 3e année, a surgi, inattendu pour moi, Batiffol. Alors, Batiffol, c'était un genre tout à fait différent. C'était à la fois un orateur sans en être un, parce qu'il parlait extrêmement vite, il avait un débit, je vous dis, très rapide, et puis un petit peu, ça se précipitait, enfin, il fallait vraiment être attentif. Et c'était quand même un cours assez abstrait, hein. Ça changeait. Quand on parle du droit de la famille, tout ça, on sait ce que c'est, quoi. Mais quand on abordait les conflits de loi, ça, c'était quand même difficile, hein, quand on sortait. Alors, mais moi, ça m'a plu. Voilà, dès le premier cours, c'était sur les traités internationaux, les sources, enfin. Et dès le premier cours, je me suis dit, ça, c'est ça que je suivrai. Et après ça, il y avait les cours sur le droit de la nationalité. On y retournera, mais j'aimais énormément les cases dans lesquelles on plaçait les situations. Voilà, c'était déjà bon. Alors voilà, j'ai poursuivi là passionnément ces cours et je l'ai retrouvé en doctorat. J'ai même fait du zèle parce que j'ai suivi son cours de doctorat qui changeait pendant 2 ans. Alors que j'en avais plus besoin, évidemment, là, le diplôme était passé, mais parce qu'on apprenait tellement de choses, quoi. Voilà, j'ai essayé de suivre son modèle après, dans la mesure où il changeait de cours tous les ans en doctorat. Et moi, j'ai essayé de faire la même chose pendant 25 ans de DEA. Voilà déjà une première étape. Alors, le sujet de thèse... il m'a dit, est-ce que vous avez une idée de sujet? Parce que sans ça, on va discuter pour en trouver une. Et oui, je lui dis, j'ai une idée, l'ordre public, ça m'intéresse. Oh, il m'a dit, l'ordre public, vous savez, on en a parlé beaucoup, c'est difficile d'ailleurs. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Alors, je lui dis, ben, elles ne sont pas encore très imprécises, mais ce qui m'intéressait, et là je sors un peu du dialogue avec lui, ce qui m'intéressait, c'était l'effet atténué de l'ordre public. Voilà, on appelait déjà l'effet atténué de l'ordre public. Et c'était quand même quelque chose de très fluctuant, c'était pas au point quand même, je trouvais. Alors c'est là que il m'a dit d'accord, allons-y, essayons, allons-y. Mais enfin, il m'a dit, vous prenez vos risques. J'ai dit, bien sûr, je suis là pour ça. Et j'ai dépouillé toute la bibliothèque Cujas. J'avais une montagne de livres autour de moi qui restaient. Oui, parce que là, c'était plus familial que maintenant. On était moins nombreux, évidemment. Et les livres, on y avait accès. Même comme étudiant de thèse. Et j'ai commencé à dépouiller un peu ce que je trouvais. Et puis, j'avais la chance chez moi d'avoir une collection complète. Ben, mes parents avaient une collection complète du Ciré. Alors, j'ai dépouillé tous les exemplaires du Ciré
pour voir s'il y avait des choses sur l'ordre public. Il y en avait, bien sûr. Beaucoup étaient évidemment recensés déjà dans le traité élémentaire de Batifolles. C'était la première édition. Et voilà, donc j'ai commencé à dépouiller tout ça. Et j'avais déjà pas mal de choses. Et puis j'avais commencé donc le début de la thèse, enfin la première, les 50 ou 100 premières pages que je vais apporter, en tremblant, comme toujours quand on apporte. Voilà. Et après il m'a dit que c'était très bien, bon, voilà, mais en me faisant des observations concrètes, précises. Mais ce n'était pas suffisant comme documentation, il n'y avait quand même pas grand-chose finalement à Cujas. Et, enfin, c'était pas Cujas à l'époque, c'était ce qui était devenu l'amphi 1 et qui maintenant est coupé en petits morceaux. Mais moi, j'ai fait cours dans l'amphi 1, grand format. Après, il y a quand même pas mal de temps maintenant, mais une cinquantaine d'années, quoi. Et je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, il fallait que j'aille à l'étranger. Alors, j'ai eu une chance. Ça a été la conférence de La Haye. Parce que il y avait comme il y a toujours, mais enfin c'était beaucoup plus régulier à l'époque, il y avait des grandes conférences de tous les États membres, tous les 4 ans, je crois. Tous les 4 ans, tous les 5 ans, je ne sais plus exactement, 4 ans, je crois. Et il y avait, pendant ces 4 années, la conférence travaillait, et pour les conventions qui étaient en cours de réfaction ou de création, il y avait déjà des commissions spéciales qui duraient longtemps. Le travail de la conférence de La Haye, c'était énorme, et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais il y avait un sujet, par exemple, les premières conventions sur la procédure. Il y avait 2 ou 3 commissions spéciales qui se réunissaient avant la commission plénière, et c'était des commissions qui duraient 15 jours. 15 jours à La Haye. Bon. Et la grande conférence terminale, alors là, il y avait toutes les conventions qui étaient en cours d'élaboration, mais ça durait 3 semaines. Alors, ma chance, ça a été que, à cette époque, le secrétaire général de la conférence de La Haye, il s'appelait Van Hoogstraten, c'était quelqu'un un diplomate, mais très intelligent, très diplomate, et sachant trouver comme ça ce qui était important. Alors il a dû se dire, il me faudrait quand même avoir un jeune français qui parle le français, c'était la langue la plus répandue à l'époque à la conférence, c'était d'ailleurs la seule langue à l'époque à la conférence. Et il a demandé à Batifolles, est-ce que vous n'auriez pas quelqu'un dans vos bons élèves qui pourrait faire ça? Oui, si, voilà. Alors j'ai été envoyé là-bas et ils m'ont fait un contrat qui débordait la conférence parce que j'y suis allé 3 mois avant et il m'a dit on vous donnera des petits travaux à faire. Et il savait que c'était ma thèse qui m'apportait le plus à ce moment-là, et la bibliothèque du Palais de la Paix. Alors, comme c'était un type intelligent et qu'il voulait rendre service aussi, il me donnait des petites recherches à faire, de rien du tout, à la bibliothèque, et en me disant, vous restez la journée, comme vous voulez. Alors, comme ça, j'ai beaucoup dépouillé pendant les 2 premiers mois, en tout cas, les documents, et surtout les documents étrangers. Et c'est là que j'ai commencé à lire Kahn, par exemple, ce qui était quand même un ouvrage majeur pour moi, d'ailleurs on le retrouve dans la thèse. Et voilà. Donc je prenais... Mais alors à cette époque, on l'oublie un peu, il n'y avait pas de photocopie, et puis il n'y avait évidemment pas d'Internet, il n'y avait pas de traitement de texte, parce que entre la machine à écrire, Remington, et Internet, il y a eu des petits appareils de traitement de texte. Ça n'a pas duré longtemps parce que ça a été remplacé par les ordinateurs avantageusement, mais c'était déjà quelque chose. Mais à l'époque, il n'y avait rien du tout. Et surtout, l'absence de photocopie, ça c'était terrible. Parce que pour garder des notes, il fallait tout recopier. Tout ce qui était important, il fallait tout recopier. Et quand on prenait simplement des notes sur une page, il fallait marquer la page.
qu'on avait coché, et qu'on avait coché dans sa tête et sur un papier, pour ne pas avoir à retourner dans les bibliothèques, c'est très long, et retrouver où on avait, à quelle page on avait trouvé ce truc intéressant. Voilà. Bon, alors ça a été une grande partie de mon travail. En tout cas, c'est la bibliothèque de La Haye, qui était à l'époque la première bibliothèque de droit international en Europe. Depuis, il y a eu le Max Planck Institut de Hambourg qui l'a supplanté nettement. Mais enfin, à l'époque, j'étais content d'y avoir accès. Alors, je suis revenu les autres sessions de la conférence. J'ai continué à faire le travail, là, mais la thèse était faite. Donc, c'était pour d'autres recherches que je faisais. Alors, le travail à la conférence de La Haye, le vrai travail, c'était pendant les sessions, et ça consistait à faire les procès-verbaux dans la nuit des 2 séances qui s'étaient déroulées dans la journée, en français, mais avec des locuteurs qui n'étaient pas tous français et qui ne maîtrisaient surtout pas la langue. Alors il fallait faire ça et restituer toutes les interventions qui étaient faites, parce que les participants à la réunion se précipitaient le lendemain matin pour voir le procès-verbal de la veille, et ils râlaient parce qu'on trouvait qu'on n'avait pas bien rendu, qu'il avait dit quelque chose de plus intéressant que ce qu'on avait... Enfin, il y avait forcément toujours des problèmes d'ego qui apparaissaient. Alors, voilà. Mais il y avait des gens très éminents qui étaient là, qui participaient aux réunions. Enfin, là, Batifol faisait partie évidemment de la délégation française, mais dans les autres pays, il y avait des grands noms qui étaient là aussi, qui venaient. Je me souviens en Angleterre, c'était Grevson, qui était quand même quelqu'un à l'époque, pas très bon caractère, mais voilà. Et puis dans les Français qui, peu à peu, parce que ça a duré ce petit jeu pour moi, ça a duré jusque... Ça c'était ce que je vous ai raconté tout de suite, c'était en 56. Alors en 60, c'était un peu la même chose, sauf que moi j'étais déjà un peu plus libéré. Et je suis encore allé en 62 et 64 à faire ce travail qui m'intéressait quand même, puis je rencontrais beaucoup de gens. Et après, bon, bah, c'était trop tard, j'étais déjà... Voilà. Voilà, ça c'était mon expérience, ma première expérience de la conférence de La Haye. Après, je vous raconterai plus ce que j'ai été amené à y faire. J'ai soutenu la thèse, je crois que c'était en fin juin ou début juillet, je ne sais plus. Et je suis parti au service militaire le 1er août. Et je voulais la boucler rapidement parce que le service militaire, c'était donc en 57. Oui, j'ai soutenu la thèse en juin 57. Et le service militaire durait théoriquement 18 mois, mais avec les prolongations dues à l'Algérie, j'ai fait, moi, sans aller pourtant en Algérie, mais j'ai fait 27 mois de service militaire. Alors, je dois dire qu'après, quand j'entendais de mes étudiants qui me disaient « Oh, en gradation, 6 mois de service militaire, vraiment scandaleux, etc. » Je peux pas quand même, je suis d'accord que c'est ennuyeux, mais je ne peux pas vous plaindre quand même par rapport à ceux qui vous ont précédé. Bon, et alors si je racontais ça à mon père, eh bien lui, il avait fait... il avait commencé la guerre de 14 en 18, il avait 18 ans, 19 ans, et après il y a eu le service militaire était de 3 ans à l'époque. Après ça, c'était quand même dans les tranchées, et, il a fait 3 ans de service militaire à s'ennuyer un petit peu. Voilà. Alors déjà, il me disait, en droit public, j'ai un souvenir vraiment très, très ému même de Valine. Valine, on ne parlait que de Vedel, qui était évidemment extrêmement brillant. Mais les cours de Valine, quand on avait un vrai tempérament de juriste, c'était exceptionnel. Ce n'était pas du tout un orateur, il parlait bien clairement, mais sans phrase, mais c'était vraiment accrochant, on était accrochés par là. Et
Voilà, chaque fois après que j'ai relu, j'ai eu l'occasion de lire des notes qu'il faisait à la revue de droit public. Encore maintenant, enfin maintenant, il est mort le pauvre, il y a déjà pas mal de temps, mais je relisais les notes et je trouvais que c'était intelligent, qu'il allait tout de suite au point central. Bon, ça reste, ces notes restent, dans la mesure évidemment où le problème subsiste, mais voilà, ça c'était donc un hommage que je rends très volontiers à ce professeur-là. Et peut-être pour continuer, c'était un peu avant la thèse, mais il y a eu les diplômes, l'équivalent des DEA quoi, à l'époque. Ça s'appelait les DES. Et à l'époque, pour passer l'agrégation, il fallait en avoir 3. Maintenant, c'est 1. Et il fallait en avoir 3. Il fallait avoir évidemment celui de droit privé. Il fallait celui de droit romain et d'histoire du droit. Et les épreuves se faisaient en latin. Enfin, les textes qu'on avait à commenter étaient des textes latins. Et il y avait un 3e DEA. Moi, j'avais pris le DEA de droit public, évidemment, parce que l'économie politique, c'était intéressant, mais j'avais eu alors un très très mauvais enseignement en économie politique. Et bon, voilà. Et il n'y avait pas les DEA de droit pénal, tout ça, ça n'existait pas. Mais j'étais content de faire le DEA de droit public parce que c'était celui qui les dirigeait, qui les animait, c'était Charles Eisenman, qui nous a initiés à Kelsen, évidemment, et qui était lui aussi un très grand prof. Un très grand prof. On avait l'impression que c'était comme une machine qui creuse, vous savez, qui creuse en rejetant voilà, les cailloux, etc. Et puis on allait de temps en temps toujours un peu plus loin. Il était passionnant. Et alors il aimait beaucoup et ça c'était une partie aussi de son enseignement, et vous allez voir que je reviens quand même à les rapports entre la compétence des tribunaux administratifs et le droit civil, quelquefois, mais surtout évidemment administratif. Alors il y avait là un rapport de conflit de loi et de détermination des compétences qui, moi, me passionnait évidemment parce que j'étais déjà dans le courant de la préparation de la thèse. Alors le droit public, ça m'a toujours intéressé à partir de cette époque-là. Voilà.